Bonjour à tous et bienvenue sur HistoSérie. Vous avez sans doute reconnu les premières notes de ce célèbre générique. Eh oui, je vais vous replonger dans l'univers des Brigades du Tigre. Cette série policière qui se déroule dans le premier quart du XXe siècle. Et cerise sur le gâteau, je vous emmène à la rencontre de l'un de ses interprètes, Jean-Paul Tribout, l'inoubliable Inspecteur Pujol. C'est le 21 décembre 1974 qu'est diffusé pour la première fois Les Brigades du Tigre sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Une série en 6 saisons de 6 épisodes chacune, dont les 2 dernières sous le titre Les Nouvelles Brigades du Tigre. Son créateur et scénariste est Claude Desailly, un auteur particulièrement prolifique des années 70, avec l'écriture de séries comme Les Faucheurs de Marguerite, 2 ans de vacances et Michel Strogoff. La réalisation est confiée à Victor Vicas, qui a tourné une vingtaine de films en Europe et aux États-Unis. En France, on le connaît surtout pour des séries comme L'étrange Monsieur Duvalier avec Louis Vell et Aux frontières du possible, sorte de X-Files avant l'heure. Tout commence en 1907 quand le commissaire Valentin est affecté à la première brigade mobile nouvellement créée. Le but de cette unité est de lutter plus efficacement contre le crime avec des moyens modernes. Elle est dirigée par le commissaire principal Fèvre, un chef à la fois autoritaire et paternaliste. Il sera remplacé plus tard par le commissaire Gabrielli. Valentin a pour adjoint les inspecteurs Terrasson et Pujol. Le premier, véritable force de la nature, au caractère jovial et à l'accent du sud-ouest, n'hésite pas à faire le coup de poing. Le second, plus discret, est passé maître dans l'art du déguisement et de la filature. Ce trio, uni par l'amitié, va vivre de multiples aventures, naviguant entre faits divers, faits de société et affaires politiques. Même si les brigades sont une œuvre de fiction, les épisodes ont souvent pour toile de fond des faits historiques ou des personnages réels. De la Belle Époque aux années folles, nos héros auront l'occasion de croiser la bande à Bono, protéger des personnalités, déjouer des complots, assister à l'évolution de la condition féminine, participer au Tour de France et même traquer un vampire de cinéma. Au travers de leurs enquêtes, on redécouvre également les moyens d'investigation de l'époque, les techniques de combat comme la savate et les courses-poursuites automobiles à 30 km/h. Pour des raisons de commodité et de ressemblance avec le Paris de l'époque, la plupart des extérieurs ont été tournés à Orléans et sa région.
Une version cinéma a vu le jour en 2005 avec Clovis Cornillac et Édouard Baer, qui restitue assez bien l'ambiance de la Belle Époque, même si le jeu des acteurs et le déroulement de l'intrigue laissent parfois à désirer. Comment enfin ne pas terminer ma rétrospective sans évoquer la chanson du générique, la fameuse Complainte des Apaches, chantée par Philippe Clay sur une musique de Claude Bolling, qui a composé de nombreux thèmes de films, dont le célèbre Borsalino. Les brigades régionales de police mobile sont l'ancêtre actuel de la police judiciaire française. Elles sont créées en 1907 sur les conseils de Célestin Aignon, directeur de la Sûreté Générale, par le président du Conseil et ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, afin d'avoir une police mobile. Jean Sébille, commissaire de police, est le premier dirigeant de ces brigades de 1907 à 1921. Leur but est de faire face à une nouvelle criminalité, particulièrement violente, mieux organisée et qui fait naître dans le pays un sentiment grandissant d'insécurité. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ces brigades, au nombre de 12 à l'origine, couvrent l'ensemble du territoire. Composées d'hommes entraînés aux techniques de combat, elles bénéficient des dernières avancées de la science en matière d'investigation, comme le fichage des criminels avec les techniques d'anthropométrie issues des travaux d'Alphonse Bertillon. À cela s'ajoutent des moyens modernes comme le téléphone, le télégraphe et l'automobile. Dès les premiers mois de leur existence, elles obtiennent des résultats spectaculaires, avec entre autres le démantèlement de la bande à Bono, puis quelques années plus tard, l'arrestation du célèbre tueur de femmes Désiré Landru, le Barbe Bleue de Gambais. Plus de 100 ans après, la police judiciaire continue de perpétuer l'esprit de leurs glorieux prédécesseurs, comme en témoigne leur logo, qui reprend le profil de leur créateur Georges Clemenceau, associé à un tigre, son surnom, symbole de combativité et d'obstination. Des traits de caractère qui lui vaudront un autre surnom quelques années plus tard, le Père la Victoire, en référence à la guerre 14-18. Je vous laisse maintenant en compagnie de mon invité. J'espère que vous passerez un agréable moment. Alors Jean-Paul Tribou, bonjour. Bonjour. On fête cette année les 50 ans des Brigades du Tigre. Le temps passe. Alors pour commencer, comment vous êtes-vous retrouvé à endosser le costume de l'inspecteur Pujol? Vous savez, une part de hasard et puis une part de travail. C'est une période où j'avais déjà fait pas mal de télévision, entre autres des grands feuilletons comme L'Homme du Picardie, La Demoiselle d'Avignon, etc. Et puis j'avais fait une mini-série qui s'appelait L'Homme qui revient de loin, d'après Gaston Leroux. Je jouais un personnage qui devenait le personnage de Rouletabille après, pour c'est un journaliste, je crois. Voilà, oui, voilà. Un journaliste, une production qui s'appelait Téléchip. Et à la suite
de cette prestation qui avait plutôt bien fonctionné, le metteur en scène qui s'appelle Michel Wynne, avec qui j'avais travaillé, et qui devait réaliser les Brigades du Tigre, m'a proposé le rôle. Alors il y avait deux équipes possibles. Il y avait d'un côté Jean-Claude Bouillon, Pierre Maglon et moi, et d'un autre côté, il y avait Michel Creton pour mon rôle, Marco Perrin pour le rôle de Maglon, et un garçon qui était au Français, qui y est toujours d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, pour le rôle de Jean-Claude. En définitive, c'est notre équipe qui a été choisie, mais on ne savait pas qu'on allait faire ça pendant 10 ans, hein. C'était une télé parmi d'autres. Voilà. C'était de la bonne télévision populaire. Ah oui, des années, de ces années-là, des années 70. Voilà. C'est-à-dire que ça fonctionnait très différemment de maintenant. C'est-à-dire qu'on tournait 6 heures, elles étaient programmées, ça plaisait, et la chaîne recommandait 6 heures. Ce qui veut dire qu'on n'enchaînait pas sans arrêt comme les copains qui font, je sais pas moi, Plus belle la vie. Oui, c'est différent. Ce qui veut dire qu'entre-temps, on avait toujours le temps de continuer pour moi à faire du théâtre, à tourner ailleurs, voilà, à faire d'autres choses en même temps. Et puis il n'y avait pas cette notion d'audimat comme il y a maintenant. Non, d'abord ça n'existait pas, et puis avec 3 chaînes surtout. C'est ça l'énorme différence. 3 chaînes, personne ne pouvait y échapper, et ça crée aussi une culture commune. Tout le monde voyait les mêmes émissions, plus ou moins. Le lendemain, quand ils se retrouvaient au bureau, à l'usine, au boulot, ils parlaient de la même chose. Ils parlaient de la même chose. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qui, selon vous, a fait son succès et sa longévité? Les mayonnaises prennent comme ça, plus ou moins, c'est toujours un peu mystérieux. Je pense que le scénariste Claude Desailly y est pour beaucoup. Parce qu'il y a cette idée d'histoire. C'est-à-dire que son principe, c'était de prendre un fait historique dont on connaît la réalité et de mélanger là-dedans la fiction des Brigades du Tigre. Si je prends un exemple, par exemple, tout le monde sait que Blériot a traversé la Manche. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est un fait historique. À partir de là, il construit une histoire où des saboteurs vont essayer d'empêcher Blériot de traverser la Manche pour un concurrent. C'est avec la dame, je crois. Voilà, c'est ça, avec la dame. Mais les Brigades du Tigre interviennent et il arrive à traverser la Manche. Donc il y a une confusion dans l'esprit du spectateur qui ne sait plus ce qui est réel, historique, et ce qui est fiction. Et puis, je sais que beaucoup de gens plus jeunes que moi me disent que lorsqu'ils étaient enfants, les parents les incitaient même à regarder les Brigades du Tigre parce que pour eux, il y avait un petit côté pédagogique en même temps. Voilà. Alors tu vas apprendre des choses sur l'histoire de France. Oui, d'une manière ludique en plus. Enfin, bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, est-ce que vous avez quelques anecdotes ou quelques souvenirs à nous raconter, hein, sans entrer trop dans le détail? Vous savez, on a tourné pendant 10 ans. Oui. Donc forcément, il y avait une complicité. En plus, entre nous, nous connaissions, Jean-Claude et moi, on se connaissait déjà. Pierre Maglon était un peu plus âgé que nous, mais pas beaucoup. On était quand même trois jeunes hommes, peut-être un peu potaches même par moment, qui tout d'un coup se trouvent propulsés au rang de héros nationaux. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une notoriété. Alors, une anecdote, je me souviens par exemple, on tournait à Orléans, et un soir, on dînait tous les 3 dans un restaurant, et puis, je ne sais pas ce qui se passe parce que c'était loin, mais tout d'un coup, une rixe s'éclate au bar, et il y a un type qui sort un couteau à 30 arrêts, l'autre prend une bouteille, la casse sur le coin du bar, et les deux types se retrouvent face à face. Et à ce moment-là, on a vu tous les clients se tourner vers nous. Bon, il n'y a pas eu de suite, hein, parce qu'ils sont sortis en se poursuivant, etc. Mais le réflexe a été de voir si on allait réagir. Que fait la police? Oui, que fait la police. Ok. Alors, donc vous parliez donc vous étiez devenus vraiment amis avec Pierre Maglon et Jean-Claude. Oui, c'est une amitié. Vous aviez gardé des relations après? Oui, tout à fait, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Maglon en premier, Jean-Claude ensuite, Bouillon. On a continué à travailler ensemble. En plus, comme je fais un peu de mise en scène au théâtre, j'ai mis en scène Jean-Claude Bouillon, je sais pas, dans 3 ou 4 pièces. Pierre Maglon, ça a été plus difficile parce qu'il travaillait beaucoup, il n'était jamais libre. Enfin, à chaque fois qu'on pouvait, on travaillait à nouveau. Oui, parce que lui, je me rappelle, il faisait du théâtre. Oui, beaucoup. Il faisait beaucoup de théâtre. Et en plus, il faisait des succès qui duraient très longtemps. Donc, on n'arrivait pas à le récupérer. On a quand même fait 2 ou 3 pièces ensemble, tous les 3. Enfin, dont, entre autres, j'avais remonté Art de Yasmina Reza, qui avait eu beaucoup de succès quelques années auparavant avec Arditi, Vanek, je ne sais plus, j'ai fait le 3e, Moutini, je crois.
Et comme art, c'est pas une histoire sur l'art contemporain, c'est une histoire d'amitié. D'accord. Donc quand on arrivait tous les trois sur le plateau, c'était déjà gagné vis-à-vis du public. On n'avait pas à jouer l'amitié. Pour le public, nous étions évidemment amis. Donc on n'avait plus qu'à jouer les suites. Ouais, donc ça aide, effectivement. Et d'ailleurs, il y a François Morel qui va remonter à Arles, là, il m'a dit ça il y a une quinzaine de jours, avec aussi deux anciens des Déchiens. Donc Morel et ses copains, c'est pareil, l'amitié pour le public sera évidente, il n'y a pas besoin de... Ouais, voilà, c'est pas forcé, on va dire. Voilà. Alors, les voitures anciennes sont aussi un peu les héroïnes de la série. Alors, est-ce que c'était pas trop dur à conduire? Est-ce que... Alors c'est vrai qu'elles ont beaucoup compté, ces voitures, surtout dans la première série. Oui, voilà, les premiers épisodes. Les premiers épisodes, les gens étaient surpris. Alors on avait des mécaniciens qui travaillaient avec nous, elles venaient beaucoup du musée Renault. D'accord. Et elles roulaient, hein, mais enfin elles roulaient sur de courtes distances. Il n'y avait pas trop de panne, non ça, il fallait pas trop les pousser, quoi. Je me souviens même d'une poursuite où on était censé en voiture rattraper un bandit qui s'échappait. Je me souviens plus dans quel épisode, c'était tout à fait au début. Et on c'est pas à le rattraper, il courait plus vite que la voiture. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant. Et puis alors vous avez, il y a aussi un autre élément marquant, c'est la fameuse savate, les combats à la savate. Vous aviez pris des Oui, on a fait un petit peu de boxe française pour pas avoir l'air trop maladroit. Ouais. Et puis on était plutôt en forme à l'époque, physiquement, on avait la trentaine, hein, donc ça allait bien, on était assez sportifs. On a pris quelques cours et puis on avait un professeur de boxe française qui était un champion national et qui s'appelait Simoneau, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, et qui nous dirigeait pour que s'il y avait quelques puristes qui regardaient, ils n'aient pas l'impression qu'on fasse de trop grosses erreurs. D'accord, ok. Oui, parce que... Et puis dans les derniers épisodes, on est passé à la boxe anglaise. Ah oui, donc là, il a aussi fallu prendre des cours. Alors la série, elle se déroule dans un contexte historique, hein, vous l'avez évoqué. Alors est-ce que vous vous êtes intéressé à cette période? Et est-ce que vous aimez l'histoire en général? Oui, bien évidemment. Ben, vous savez, s'il y a un domaine où on ne peut pas faire table rase du passé, c'est ce que nous vivons. Donc forcément, on est le produit de l'histoire et c'est en connaissant le passé qu'on peut peut-être influer légèrement sur le présent. Oui, bien évidemment. Et pas reconnaître et pas refaire les mêmes erreurs, on va dire. Ouais. Enfin, c'est un peu pieux. Je crois que l'humanité les fait toujours, mais bon. Alors il y a eu une adaptation cinéma en 2005, vous l'aviez vu? Eh bien écoutez, par hasard, je dis vraiment par hasard, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu, on a été invité. Ah oui, j'allais dire, oui, vous aviez quand même été invité. Évidemment, on avait été invité à un moment où, je sais plus, je jouais au théâtre, où j'étais en tournée, j'ai pas pu aller aux premières. Après, il se trouve que, alors que je connais bien Édouard Baird, je connais bien Clovis Cornillac, etc. La maman de Clovis, Myriam Boyer, tournait dans le premier épisode des Brigades du Tigre, même, vous voyez. Voilà. Et il se trouve que je n'ai jamais vu le film dans sa totalité. J'en ai vu des extraits, je suis sûr que les copains doivent être très très bien, hein. Mais c'est toujours compliqué de reprendre, de réadapter, parce que c'est comme si on essayait de refaire un album de Tintin. Sans Hergé, c'est compliqué, puis ça joue sur la nostalgie, il y a toujours une petite déception. Je sais que les copains qui l'ont vu me disent que même si le film est réussi, que les comédiens sont très bien, il n'y a pas la Madeleine, la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust. Voilà. Et Édouard Baird était, moi j'ai préféré, enfin celui qui avait repris votre rôle, là, Édouard Baird, je trouvais c'était très bien son rôle. Ah mais très bien, attendez. Voilà, moi j'avais bien aimé Édouard Baird. Alors après, on le reste moins, mais... Alors vous vous consacrez depuis longtemps au théâtre. Depuis toujours. Comme acteur et comme metteur en scène. Alors la télé, c'est fini? Non, c'est pas fini, j'en sais rien. Je sais pas si vous vous souvenez de Pierre Sabag. Bon, bien sûr, oui, bien sûr. Pierre Sabag, il y a très longtemps, me disait, tu sais Tribou, la télé, c'est comme l'amour. La première fois qu'on le fait, on le sait.
La dernière fois, on ne sait pas que c'est la dernière fois. Ah oui, oui. Eh ben, c'est un peu la même chose. Ouais. La télé, peut-être que je n'en referai plus, peut-être que j'en ferai à nouveau. Je veux dire que de temps en temps, on me propose des choses à travers mon agent qui généralement me conseille de les refuser ou les refuse lui-même parce que ça n'a pas suffisamment d'intérêt. Et puis, j'ai un tel plaisir au théâtre voilà, je ne refuserai jamais une pièce de théâtre pour faire une télé. Enfin, faut pas dire. À choisir, vous choisissez le théâtre. Actuellement, oui, oui, voilà. D'accord. Ok. Alors on va terminer un peu notre entretien sur votre présent. Alors où est-ce qu'on peut vous voir sur scène actuellement? Mais écoutez, actuellement, ça dépend à quel moment on regarde la chaîne. Actuellement, au mois de décembre, nulle part. Enfin, si je suis en tournée, mais je joue une fois de temps en temps. Mais à partir du mois de mars, je serai à nouveau au théâtre du Lucernaire à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, avec une pièce de Marivaux qui s'appelle La Double Inconstance, que j'ai mis en scène au Festival d'Avignon 2024, qui a été reprise à Paris au théâtre de Lucernaire de septembre à maintenant, presque à fin novembre 2024, et qui a tellement bien fonctionné, je croise les doigts, que le théâtre nous a proposé de reprendre le spectacle à partir du mois de mars. Voilà. Donc voilà, un petit peu de publicité, 19h au théâtre du Lucernaire, c'est pour tous ça, les jours. C'est pour ça, si je peux vous faire de la publicité, il n'y a pas de problème. Du 5 mars à fin avril, voilà, il y a une cinquantaine de représentations. Et puis après, bah, on continuera, on partira en tournée avec ce spectacle. J'ai vu que vous étiez aussi directeur du festival de Sarlat. Oui, bien évidemment, depuis longtemps maintenant. Donc je suis actuellement en train de travailler sur l'édition 2025, voilà, qui se déroulera à Sarlat, en Périgord. C'est une ville magnifique. Hein, j'aime beaucoup la Dordogne, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et je commence à mettre en place la programmation du Festival de Sarlat 2025, mais je ne peux pas encore l'annoncer parce qu'elle est loin d'être terminée. Ça dépend des disponibilités et aussi des possibilités économiques du festival. Vous savez que actuellement, la mode n'est pas à l'augmentation des subventions, hein, c'est plutôt le contraire, donc on a de grosses difficultés, comme tout le monde, voilà. Mais enfin, comme le théâtre est en crise depuis l'Antiquité, alors on va continuer à y arriver quand même. Bon, on va continuer à avoir des pièces quand même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on... Donc là, ce qu'on va vous souhaiter un petit peu, c'est de passer de bonnes fêtes de fin d'année, hein, et puis bah, tous mes vœux pour l'année 2025, puisque en espérant que vous réalisiez vos projets. Merci à vous, et moi, recevez mes vœux, enfin je dis, tous les spectateurs de cette chaîne, voilà, je vous souhaite aussi une bonne année 2025. C'est gentil. Dans le monde où nous vivons, il faut être optimiste. Oui, c'est surtout en ce moment. Bon, écoutez, Jean-Paul Tribou, merci encore de m'avoir reçu. C'était vraiment très sympa, et voilà. Et bonne continuation. Salut à tous. Salut à tous. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux.